Je voulais te poser la question à propos de ce livre que tu as réalisé suite d'enseignements, etc., de prendre la lecture de l'étourdi de Lacan et qui a donné ce titre, Contrer l'universel. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi ce texte et pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce texte? C'est une histoire assez longue au fond, puisque c'est un peu l'aboutissement d'une dizaine d'années d'enseignement à Bordeaux, dans le cadre d'un séminaire d'études qui consistait à lire Lacan ligne à ligne, avec un principe de séminaire, c'est-à-dire chaque participant devait contribuer en examinant une partie du texte, en contribuant, en apportant des commentaires. Et au fond, au fil des années, nous sommes allés vers le plus difficile. Il y a eu radiophonie, et puis l'étourdi. Et je dois dire que l'étourdi, de ce côté de la difficulté, est assez étourdissant. C'est un texte dont on n'a pas fini de faire le tour. D'ailleurs, je crois que sa lecture ne vise pas du tout cela. Et au fond, c'est un texte que nous avons trouvé extrêmement attachant et aussi qui est un texte qui vient clôturer une époque, nous semble-t-il, dans l'enseignement de Lacan. C'est-à-dire cette époque qu'il avait ouvert avec le séminaire sur l'identification. Et on pourrait dire cette espèce de lente sortie, mais très décidée, d'un premier temps qui semblait plus pris dans la philosophie et la linguistique. Et au fond, là, nous sommes dans un temps qui est franchement pris dans la logique. C'est un terme qui revient très souvent dans le texte, mais surtout dans une logique vue, si l'on peut dire, du point de vue de la topologie. C'est pour ça que je citais ce séminaire de l'identification comme un point d'origine, puisqu'au fond, la topologie de Lacan va en effet, dans un premier temps, se déployer entre les années 60 et ce texte de l'étourdi. Alors après l'étourdi, il nous a semblé que c'était autre chose, et je crois que Jacques-Alain Miller nous a bien montré qu'il y avait un tout dernier Lacan, et qu'il introduisait, on pourrait dire, presque un univers un peu nouveau, qui n'est pas exactement celui de l'étourdi. Parce qu'au fond, il y a des assertions dans l'étourdi, par exemple, la plus classique étant que la logique est une science du réel, qui ne vaudront plus de la même façon après. Après, c'est l'ère, on pourrait dire, borroméenne, qui d'une certaine façon nous paraît à la lecture et en étudiant ces textes de l'ère borroméenne, beaucoup plus légère, beaucoup plus altière, puisqu'au fond, il y a quelque chose dans l'étourdi d'une trame extrêmement serrée, extrêmement rigoureuse, mais on pourrait dire qu'il n'a pas, je ne sais pas quel serait le bon mot, mais on pourrait dire l'aération, la légèreté du tout dernier enseignement et des séminaires comme le Saint-Homme, voire le séminaire 20, qui quelque part démarre sur des considérations logiques et mathématiques très proches de celles de l'étourdi, pour à la fin justement virer vers la perspective des nœuds et qui, je pense, constitue une sorte d'allègement par rapport à la logique. Voilà, c'est ce qui nous a rendu ce texte particulièrement prenant. Et je dois dire que l'enseignement a duré un peu plus de 3 ans, de façon très régulière. Et si livre il y a, c'est principalement dû aux efforts ou à l'effort considérable de Rodolphe Adam, qui, je crois, tenait à la publication, enfin, tenait à ce qu'il y ait trace de ce travail en commun. Je dis en commun parce que dans le livre, ça n'apparaît pas toujours, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont contribué. Il y en a quelques-unes qui sont citées ou dont le travail est transcrit,
mais il y en a beaucoup d'autres qui n'apparaissent pas et qui pourtant ont contribué. Et je crois que pour une génération de lecteurs de Lacan, c'est un moment qui a compté, c'est un moment qui a rassemblé un certain nombre de personnes autour du texte et de cette rigueur de vouloir lire le texte phrase par phrase. Phrases qui d'ailleurs dans l'étourdi sont absolument fantastiques pour certaines, puisque c'est tout à la fois une réflexion sur la logique, c'est tout à la fois une réflexion sur le couple, sur la psychanalyse, sur l'institution analytique, voire sur la psychiatrie par moments, et aussi sur le siècle, puisque on voit qu'une grande partie des questions ouvertes en 1972 sont des questions qui aujourd'hui nous reviennent de façon très aiguë. Par exemple, quant à la sexualité, quant au féminisme, quant à la question du phallus, quant à la question aujourd'hui, on dirait, du genre. Et au fond, on voit que tout cela fait que ce texte de 72 nous apparaît aujourd'hui presque comme un texte d'actualité. Et ce titre que tu as donné, Contrer l'universel. Oui, alors il y a un passage de... Alors, je dois dire que c'est surtout Rodolphe qui a choisi ce titre. Et il est évident que dans ce texte, Lacan dit qu'au fond, qu'est-ce qui fait l'univers? C'est l'objet petit a. Et au fond, ça fait aussi, dit-il, l'universel. Et c'est ça qui, au fond, se fait de faire un monde, en quelque sorte, un univers et un universel, qui nous prive du réel, qui nous fait rater le réel. Et au fond, l'orientation vers le réel passe par contrer l'universel. Alors, contrer l'universel ne veut pas dire ni le refuser, ni être contre. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que pour accéder à quelque chose du réel enjeu dans la psychanalyse, mais du réel enjeu dans le monde, voire du réel enjeu dans la logique, du réel enjeu dans la question de l'être, eh bien, il faut savoir contrer l'universel. Et au fond, aussi, on pourrait dire que si on lit maintenant l'étourdi, on voit bien que cet universel n'est pas sans lien avec la norme mâle. C'est un universel qui est très phallique et on pourrait dire très masculin, qui est aussi un universel du fantasme, c'est-à-dire de qu'est-ce qui nous fait croire que les choses pourraient se déployer dans un univers qui serait un monde, eh bien, c'est le fantasme. Et Lacan ne se prive pas de dire qu'évidemment, ce qui apparaît à tout le monde, c'est que ce monde est un immonde. Alors aujourd'hui, voyons reparaître ça à travers quelque chose qui a toujours beaucoup intéressé Lacan, c'est la fonction du déchet, dont il a parlé très tôt et qui intéresse nos amis écologistes, mais qui s'avise qu'en effet, le monde humain a à voir avec cet immonde. Alors, à côté de ce monde masculin, qui serait un monde de l'universel, eh bien, Lacan avance quelque chose qui est complètement inouï. Il n'a pas avancé uniquement dans ce texte, ça commence à peu près quelques années auparavant, mais c'est le fait de poser une logique de l'hétéros, c'est-à-dire quelque chose au féminin, et qui vient bousculer justement l'univers, et qui remplace le tout qui est quand même quelque chose de fondamental pour penser l'universel, par le pas-tout. Et au fond, ce texte de l'étourdi est une fonction de bousculer un petit peu notre conception de l'univers par la fonction du pas-tout. Alors c'est amusant aujourd'hui de voir que, par exemple, une certaine partie du néo-féminisme peut attaquer
le féminisme plus ancien, celui des années 70 d'ailleurs, en dénonçant dans ce féminisme une recherche de l'universel. Et c'est vrai que Lacan pourrait éclairer ces débats parce que pour lui, en effet, le patou, c'est la sortie de l'universel. Et au fond, c'est cette logique du patou qui est à prendre en compte. Et donc, je pense qu'il n'a pas été entièrement, que Lacan n'a pas pu entièrement développer dans ses conséquences, mais qui certainement l'a amené à la perspective borroméenne, qui est une façon, disons, de sortir de la nécessité de l'universel par un retour vers quelque chose qui est une pratique ou un art. Puisqu'au fond, il y a quelque chose, je pense, dans la psychanalyse qui est une pragmatique, une praxis, et une praxis qui a à voir avec un art de faire. Et au fond, ces deux choses, cette praxis et cet art de faire, sont certainement orientés, doivent s'orienter du patou. Ce qui est plus facile à dire qu'à réaliser. Mais en particulier, il est sûr que pour nous, par exemple, l'institution analytique dont Lacan parle dans ce texte doit être pensée à partir du patou et non pas de l'universel, ce qui n'est pas le régime commun des institutions. Écoute Philippe, je te remercie beaucoup de ces précisions